Avant qu'on commence cet atelier, je vais juste me présenter quelques secondes. L'idée, c'est juste, ça vous donnera un petit peu une idée de d'où viennent mes névroses et où est-ce que je suis allé chercher des exemples que je vais chercher à partager avec vous aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Timothée Raymond, comme je pensais marqué quelque part par là. Je suis franco-belge et j'ai une formation qui est une formation essentiellement, ou même exclusivement, commerciale. À côté de ça, je suis quand même tombé dans le web quand j'étais petit, puisque ça fait maintenant une douzaine d'années que je sévis dans le milieu. J'ai notamment monté un certain nombre de sociétés dans ce domaine-là à partir de 99. Ça m'a permis de voir un petit peu de paysage, de réussir des trucs, de rater d'autres choses. C'est un peu ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, ça fait 8 ans que je co-dirige la société Equinora, qui est une agence web, et que je conseille aujourd'hui un petit peu sur mon temps libre des startups qui cherchent un petit peu à défricher le monde du web qui, je pense que vous me contredirez pas, est un peu compliqué. Le thème qu'on a ce soir, c'est quel levier mobiliser avec un budget limité. C'est un sujet qui est assez large. D'abord, j'espère que je ne vais pas décevoir trop de monde, mais je ne suis pas là pour vous donner des astuces et je ne suis pas là pour vous donner le truc qui, moyennant 152 € d'investissement, va vous permettre de passer de 200 000 à 2 500 000 € de chiffre d'affaires dans la minute. Je suis plutôt là pour partager avec vous une méthode qui va vous permettre... Oui, je suis désolé, vous voyez. Non, je suis plutôt là pour partager avec vous une méthode qui, j'espère, pourra vous être utile lorsque vous aurez des choix à faire, et je suppose que vous en avez déjà à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le web, s'il y a bien une chose qui ne manque pas, c'est les leviers activés. Je pense que le salon vous a permis de le confirmer. Aujourd'hui, on peut trouver absolument de tout, et si vous allez voir les spécialistes de chacun de ces leviers-là, ils vont vous dire que c'est le levier ultime, que c'est le levier qui va vous faire réussir, que c'est le levier sur lequel il faut surinvestir, parce que c'est le levier de l'avenir, etc., etc. Sauf qu'il y a un petit problème, ça nous donne envie de tous les faire, et on a des ressources qui sont quand même limitées. Enfin, j'espère qu'il y en a quelques-uns ici qui n'ont pas de ressources limitées, mais ça m'étonnerait malheureusement. Les ressources, c'est l'argent, bien sûr, c'est celle qui nous vient tout de suite à l'esprit, mais c'est aussi le temps. Et si je mets le temps là-dedans, c'est parce que je pense que c'est extrêmement important aussi. Aujourd'hui, si vous activez un levier et que vous n'avez pas le temps de le piloter, si vous activez un levier et que vous n'avez pas le temps d'évaluer si c'était pertinent d'aller sur ce levier-là, vous allez aller dans le mur. Donc c'est les deux types de ressources qu'aujourd'hui il faut évaluer avant de choisir ou non de vous lancer à corps perdu dans un levier. Vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui c'est le choix. Et je vais donc essayer de partager avec vous d'abord la démarche que je pense être une démarche possible pour choisir les leviers. Ensuite, on va passer en revue ensemble les leviers, histoire voilà, de donner les avantages et les inconvénients de chacun. Et pour synthétiser tout ça, je vais essayer de vous mettre ça sur une timeline pour vous donner une idée de ce que pourrait être une répartition des leviers en fonction du moment de votre vie où vous vous trouverez. Donc choisir, ça veut dire établir un bon web marketing mix. Je ne parle pas là du marketing mix, je ne vais pas vous embêter avec les 3, 4, 12 P là, en fonction de là où vous avez appris, mais l'idée c'est de choisir un mix de leviers web marketing qui est pertinent et qui correspond à vos clients, à vos produits, à vos moyens et au moment où vous allez le choisir. J'insiste sur le fait qu'il est unique parce que voilà, je vais vous présenter une ébauche de réflexion ce soir, je vais vous mettre ça sur une timeline, mais il faudra l'oublier aussitôt une fois que j'aurai fermé la présentation parce que tous vos business sont différents, je le sais très bien, que vous fassiez du B2C ou du B2B, que vous ayez déjà énormément de clients, que vous soyez en phase de recrutement, vos business sont différents, donc je vous en prie, refaites votre mix une fois que vous avez entendu comment je faisais le mien, parce que c'est ça la clé pour vous. Avant qu'on se lance à corps perdu dans les différents détails de la méthode, on va essayer de se mettre d'accord sur les bases de notre démarche et sur nos objectifs quelque part. Et je vais aussi partager avec vous 2-3 défauts ou écueils, enfin appelez ça comme vous voudrez, qu'il faut essayer d'éviter, qui sont des défauts que je rencontre aujourd'hui assez souvent. Et d'ailleurs, je ne suis pas en reste là-dessus. La base, je pense qu'avant de se lancer dans l'évaluation des leviers, c'est de se mettre en paix avec ses objectifs. Ça va vous paraître probablement assez simpliste comme approche. Mais aujourd'hui, moi, quand j'initie la relation avec un client, un prospect, ou quand je vais voir des jeunes qui veulent se lancer, et que je leur demande vous avez un tableau de bord ou vous avez quelque chose qui vous permette de suivre votre activité? En général, les gens me sortent quelque chose qui est digne du cockpit d'un A380 ici. En général, les gens me sortent une feuille A3, s'ils ont les moyens d'imprimer en A3, sur laquelle il y a, et je pense que je ne mens pas en disant ça, entre 30 et 50 indicateurs. C'est du délire. Enfin, je ne veux pas être désagréable, mais je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui est capable, une fois par semaine ou même une fois par mois,
de lire, retenir, synthétiser et surtout conclure à partir de 50 indicateurs. Il faut arrêter de tout élever au rang d'indicateurs clés de succès. Je pense que si vous faites le tri, je pense que si vous réfléchissez à là où vous en êtes dans votre business aujourd'hui, c'est extrêmement facile pour vous d'extraire 2, 3, 4, je peux être sympa, indicateurs clés de succès qui correspondent à ce que vous cherchez vraiment. Et je pense vraiment qu'il faut faire ce travail parce que ce travail va vous amener à vous poser les vraies questions. Il va vous amener à vous poser la question, est-ce que je cherche du chiffre d'affaires ou de la marge? Il va vous amener à vous poser la question, est-ce que je suis un business de volume ou au contraire un business de service? Il va vous amener à vous poser toutes ces vraies questions sur votre business dont vous avez besoin. Faire ce choix, pour moi, c'est relativement simple. En fait, il ne faut simplement pas oublier de considérer la totalité de la chaîne, la totalité du parcours d'achat de vos clients. Et il faut ensuite faire un travail de hiérarchisation. Je vous ai représenté une chaîne extrêmement sommaire d'achat sur un site e-commerce lambda qui commence sur la homepage et qui se termine au paiement. Donc c'est plutôt quelque chose qui se termine bien. Moi, quand je vois un tableau de bord aujourd'hui, en général, je vois un indicateur par étape de ce schéma-là, voire deux. Si je vais avoir des taux de rebond, des taux d'engagement, des taux de simple clic, des taux de double clic, des trucs comme ça, c'est ingérable. Aujourd'hui, si vous faites l'exercice et si vous allez voir dans un milieu où les gens ont un tout petit peu moins de données que nous, parce que je pense que c'est un peu notre maladie aussi, si vous allez voir un commerçant dans la rue et que vous lui demandez comment vous avez choisi votre local avant de vous installer là, je ne pense pas qu'il va vous répondre j'ai choisi un local pour lequel la vitrine donnait envie d'entrer et de rester 10 minutes ou un truc comme ça. Il va vous dire un truc super basique, il va vous dire j'ai choisi un local qui est un endroit où il y a du trafic. Je pense que c'est vrai pour quasiment tous les types de business, sauf les trucs un peu hype qui se veulent dans des rues un peu à la mode, mais je pense que tout commerçant va vous répondre ça. Et je pense que c'est un début de réponse pour vous aussi. Sur un site internet, tout commence par le trafic. Il y en a certains d'entre vous pour qui c'est pas vrai, il y en a certains d'entre vous qui sont sur des marchés de niche ou qui font du B2B où on est plus volontaire dans l'activation du client. N'empêche que pour la plupart d'entre vous, un des KPI à surveiller, c'est le trafic. Parce que si vous faites bien votre boulot derrière et vous faites augmenter le trafic, vous ferez augmenter les ventes mécaniquement. Ensuite, bon, je ne vais pas non plus pousser les choses trop loin, on n'est pas là pour enfiler des perles. Je pense qu'il y a un indicateur qui va tout de suite venir, un indicateur de performance économique, qui peut être le chiffre d'affaires qu'on va être obligé de regarder. En fonction de là où vous en êtes, vous pouvez me dire que c'est la marge chez vous. Je connais néanmoins peu de personnes qui pilotent vraiment à la marge. En général, si vous êtes un site de taille moyenne, vous avez quand même encore envie de conquérir des nouvelles terres, donc vous êtes prêt à relier un petit peu votre marge. Vous regardez votre chiffre d'affaires, et là vous êtes un peu embêté puisqu'il ne vous reste plus qu'un seul indicateur, si vous respectez ma règle des 3 d'abord, ce qui me flatterait beaucoup. Et du coup, il faut que vous trouviez un indicateur qui va résumer un petit peu tout le reste du chemin. Et cet indicateur, assez naturellement, c'est le taux de transformation. C'est pas du tout universel ce que je viens de vous dire, mais c'est une façon de faire l'exercice et de se retrouver avec 3 indicateurs qui, franchement, si vous les regardez tous les jours, peuvent vous servir à piloter votre site. Ces indicateurs-là, d'ailleurs, il ne faut pas les regarder toutes les semaines, il faut les regarder tous les jours. Il faut vivre avec. Enfin, c'est vraiment des indicateurs que vous devez connaître par cœur et ensuite vous devez éventuellement être capable d'aller derrière l'indicateur et aller voir les micro-indicateurs, les indicateurs de micro-conversion sur votre site. Mais déjà, si vous connaissez ça et si vous suivez ça, je pense que votre vie sera nettement plus simple et surtout vous pourrez répondre à la question est-ce que mon site est en train de marcher ou est-ce qu'il n'est pas en train de marcher. Bon, ceci étant dit, il y a un certain nombre de défauts que j'ai constatés au cours de mes différents entretiens. Je voulais les partager avec vous parce que je me rends compte assez souvent que j'y suis sujet comme à peu près tout le monde. Et du coup, je vous demande de faire gaffe au fur et à mesure de votre vie. C'est très facile quand on a le nez dans le guidon de tomber dessus. Ces différents défauts, c'est la suroptimisation. Il faut arrêter d'aller chercher le pourcent qui manque. La perfection, ça n'existe pas sur un site internet. Il faut arrêter de dépenser toute son énergie pour aller chercher le 2% de personnes qui ne vont pas convertir dans le tunnel d'achat. Parce que si vous faites ça d'abord, vous cramez de l'énergie. Et c'est un vrai problème, même si vous êtes une équipe de 10, si vous focalisez tous votre énergie sur des espèces de petits détails qui vont vous rapporter 10 € à la fin, vous allez très vite avoir des problèmes. Mais en plus, vous allez construire une usine à gaz sur votre site. Vous allez tourner votre site vers les cas particuliers, ce qui, je pense, dans un magasin est probablement une erreur. Donc évitez cette suroptimisation, contentez-vous de quelque chose de correct et passez au levier suivant, en tout cas en fonction du potentiel qu'ont les leviers suivants. Le jour où vous en serez à suroptimiser, vous pourrez vous dire que vous avez réussi. Ce sera très bien. Mais malheureusement, c'est assez difficile à atteindre comme état. Ensuite, il y a un autre défaut qui est le défaut de la dispersion. Et là, je pense que c'est un peu l'essentiel du sujet de cette conf. Il y a 10 000 leviers.
En général, quand les gens commencent à faire du web marketing, ils ont envie de tout tester, parce que tout est un peu sexy, puis on a forcément un copain qui a testé le retargeting, qui a testé l'emailing, qui a testé tout ça. Et du coup, on va saupoudrer son budget un petit peu sur tous ces leviers-là. Et si on fait ça, c'est simple. En fait, on va créer un biais statistique qui fait qu'on peut confirmer ou infirmer l'efficacité d'aucun levier. Donc c'est vraiment une erreur, en dehors du fait que bien sûr ça va pareil vous cramer de l'énergie, ça va vous empêcher de juger de la pertinence d'un levier. Donc quelque part vous êtes obligé de vous forcer à vous focaliser sur un nombre relativement restreint de leviers. Il ne faut pas non plus verser dans la névrose monomaniaque, c'est exactement l'inverse de la dispersion, c'est devenir un espèce de spécialiste d'un seul canal, ne jurez que par un seul canal, parce que si vous jurez que par un seul canal, vous niez une réalité qui s'impose à nous tous les jours, qui est que, en général, les gens, quand ils viennent acheter chez vous, vous les avez touchés une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, avant que vraiment ils viennent acheter chez vous. Du coup, si vous allez chercher qu'à un seul endroit, il est assez probable que la pression ne soit pas suffisante pour que vous fassiez du chiffre avec cette personne. Ça, c'est pour les défauts qu'on voit le plus souvent. Ensuite, il y a un indicateur que j'aime pas trop et que je voudrais partager avec vous parce que je l'entends à peu près à toutes les sauces. C'est le ROI par canal. Je suis sûr que si je pose la question aujourd'hui, comment vous jugez de la pertinence d'un canal, tout le monde va me répondre ici, je regarde le ROI. Ok. Intéressant. Le ROI, par définition, c'est un ratio. Et un ratio, par définition, ça ne tient pas compte du volume qu'on adresse. Donc c'est absolument génial de dire qu'on a un ROI de 20 sur un canal. Si ce canal il nous rapporte 10,25 €, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut faire extrêmement attention au fait que cet indicateur seul, finalement, peut nous faire tirer des conclusions qui sont stupides, parce que derrière le fait de passer du temps sur un canal qui nous rapporte 10,25 €, il y a le fait qu'on ne le passe pas sur autre chose. Il faut faire attention à ça. Ensuite, le ROI, il faut être honnête, c'est un indicateur qui est extrêmement difficile à calculer. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner la bonne méthode pour calculer un ROI. Un ROI, si on va au bout de la démarche, on y intègre la valeur à vie du client. Un ROI, si on va au bout de la démarche, on y intègre le coût d'achat des produits. Parce que finalement, s'il y a un canal où les gens vous achètent votre produit, vous margez peu, il faut quand même l'intégrer dessus. Donc, un ROI aujourd'hui, en fonction des gens avec qui vous allez bosser et en fonction des parties pris que vous allez faire, probablement des raccourcis que vous allez faire, vous allez pouvoir le calculer de 15 manières différentes. Donc, ça va en faire un indicateur qui n'est pas comparable. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier parce que si vous jugez chacun des canaux comme ça, vous les jugez dans un silo, une fois de plus, vous niez le fait qu'une conversion est multitouch, sauf si vous avez réussi à craquer le problème du modèle d'attribution. Et encore une fois, ça je pense que c'est une vraie difficulté. Donc si vous voulez mettre du ROI quelque part, c'est probablement une bonne idée, mettez-le au global, ne le mettez pas sur un canal. Sinon vous allez faire des arbitrages qui ne seront pas des bons arbitrages. Voilà dans l'idée. Maintenant on peut s'atteler à notre tâche principale qui est de choisir les leviers. Je vais vous proposer aujourd'hui une méthodologie relativement simple, c'est une méthodologie en 4 axes qui va finalement nous permettre de cataloguer les leviers qu'on a à disposition. Et vous allez voir, une fois qu'on les catalogue comme ça, le choix s'impose assez facilement à nous. En tout cas, la séquence s'impose assez facilement à nous. Ces 4 axes, c'est l'objectif de ce levier. Est-ce que c'est un levier qui est là pour recruter ou est-ce que c'est un levier qui est là pour fidéliser? Vous allez probablement me répondre les deux sur un certain nombre de leviers, mais voilà, ils sont tous plus ou moins faits pour chacune des deux tâches, donc c'est assez facile de les ranger dans une de ces catégories-là. Le terme, il y a des leviers de court terme qui vont vous rapporter de l'argent tout de suite dans la poche, il y a des leviers de long terme qui vont vous rapporter qu'au bout de 3 semaines, 6 semaines, 6 mois, 1 an, et il faut les traiter extrêmement différemment, puisque vous ne pouvez pas les juger au même moment. Ensuite, il y a le point mort de ce levier-là, puisque vous avez probablement fait cette expérience-là, mais il y a certains leviers qui nécessitent énormément d'investissement au départ, soit sous la forme de frais fixes, soit sous la forme de volume d'achat pour que le postulat statistique sur lequel il est bâti soit pertinent. Donc là aussi, il va falloir faire attention à ça. Et enfin, les prérequis. Il y a des leviers, on ne peut pas activer tous les leviers aujourd'hui. On ne peut pas sortir de cette conf et décider d'activer tous les leviers. Il y en a qui nécessitent de faire quelque chose d'autre. Je vais entrer un petit peu plus dans les détails de ces axes-là, juste qu'on soit d'accord là-dessus, parce que je suis passé un peu vite. L'objectif, recruter versus fidéliser. Si vous posez la question à un marketeur aujourd'hui, vous allez dire, est-ce que je dois mettre mon argent dans du recrutement ou de la fidélisation? Il est assez probable, sans autre élément de contexte, qu'il vous sorte le chiffre tarte à la crème qui consiste à dire mais fidéliser ça coûte quand même vachement moins cher que recruter, donc il vaut mieux mettre de l'argent dans la fidélisation. Oui, ok. C'est vrai, sur le papier, c'est mesuré d'ailleurs, n'empêche que selon le moment de votre vie où vous êtes, c'est probablement pas ce que vous cherchez. Au début, vous pouvez fidéliser les 3 personnes que vous avez comme clients, s'il y en a 2 qui reviennent acheter, vous serez super content, vous aurez une grande efficacité sur votre fidélisation, mais c'est toujours que 2 ventes en plus.
Donc, je pense que pendant toute la première moitié de votre vie, et je vais définir la longueur de votre vie tout à l'heure, il faut privilégier des leviers de recrutement. Et seulement quand vous atteignez une taille critique, vous pouvez vous passer du temps sur la fidélisation. C'est de la perte de temps. Vous pouvez le passer en amont sur la fidélisation et tout concevoir avant, mais vous allez perdre du temps et je pense que vous n'en avez pas tant que ça. Donc je ne vous conseille pas de le faire. Bref, si vous commencez, vous recrutez. Le terme maintenant, est-ce qu'on cherche à créer de la valeur à court et à long terme? Ça c'est un débat que vous avez probablement dans toutes les entreprises et qu'il est difficile d'avoir avec son supérieur hiérarchique d'ailleurs, probablement. Puisque si on regarde aujourd'hui ce qu'est un levier de long terme, un levier de long terme c'est ce que je représente ici, vous investissez dès le début pas mal d'argent et pas mal de temps, et au début ça ne produit rien. C'est relativement logique, hein, je pense que vous voyez à quel levier je fais référence. Au fur et à mesure du temps, le bénéfice qui vient de ce levier va augmenter. Donc vient un moment où ça deviendra rentable, n'empêche qu'il faut tenir jusque-là. C'est qu'il faut justifier sa dépense jusqu'au moment où il devient rentable, ce qui n'est pas toujours facile dans un contexte un petit peu tendu et si on vous demande des résultats immédiats. A l'inverse, le levier long terme, vous voyez que je suis objectif, hein, je pars du principe qu'on gagne en efficacité quand même un tout petit peu avec le temps. Hein. Les courbes baissent pour les dépenses et montent pour les résultats. Pour un levier court terme, dès que vous allez mettre une pièce, il y a une autre pièce qui va venir. Et a priori, vous allez faire un revenu qui est à peu près proportionnel à l'argent que vous allez mettre là-dedans. Du coup, c'est des leviers qui sont assez gratifiants, enfin à partir du moment où vous passez leur point mort, bien sûr, c'est des leviers qui sont assez gratifiants, puisque vous pouvez tout de suite justifier de résultats. Du coup, encore une fois, selon le moment de votre vie où vous vous placez, il y a un avantage au levier court terme ou un avantage au levier long terme. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de réponse qui s'impose quand on voit ces graphiques-là, il y a simplement une discipline qui consiste, je pense, à panacher assez sainement les deux types de leviers en faisant du 50-50. Parce que si on s'écoutait, on ferait que du long terme, parce que le long terme, la courbe elle monte plus haut, c'est quand même plus sympa. Maintenant, on a besoin d'argent pour payer nos achats aujourd'hui, et on a besoin de se prouver à nous et de prouver éventuellement à notre hiérarchie que nos produits marchent. Voilà donc pour le terme. Ensuite, pour le point mort, c'est un concept assez simple. Il y a un certain nombre de leviers, vous y avez sûrement été confrontés, pour lesquels le point mort est haut. Ces leviers, c'est des leviers de deux types, soit les leviers qui ont des frais fixes qui sont importants, donc par exemple qui vous demandent beaucoup de créa ou qui vous demandent beaucoup de gestion ou des choses comme ça. Ceux-là, forcément, plus vous investissez, plus ils seront facilement rentables, puisque vos frais variables, vos achats vont couvrir vos frais fixes. Et il y a les leviers qui nécessitent un volume minimum pour être pertinent. Et ça, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Tous les leviers qui se basent sur l'encerclement de l'internaute ou la recommandation statistique, vous avez besoin de mettre beaucoup d'argent dessus si vous voulez vraiment que l'internaute soit encerclé et si vous voulez vraiment le toucher suffisamment de fois pour qu'il finisse par acheter. Ça, c'est ce que j'appelle un levier dont le point mort est haut, donc un levier dans lequel il faut investir si vous avez vraiment les moyens d'investir. C'est ce que j'appelle les leviers pour riches. Les leviers pour riches, il faut attendre d'être riche pour les adresser. Si vous pouvez les adresser, c'est génial. Il est probable qu'au tout début de votre vie, vous préfériez faire d'autres types d'arbitrage. La séquence, enfin, dans quel ordre faire les choses? Il y a un certain nombre de leviers qui sont faciles à activer et que vous pouvez activer là même pendant qu'on est en train de discuter. C'est les leviers du type le SEO, le SEA, la file, etc. C'est des leviers que vous pouvez même pour certains activer avant même que votre site soit lancé. Et à côté de ça, il y a des leviers qui ont besoin pour être activés, qu'il se passe quelque chose avant. Ce quelque chose avant, c'est soit que vous atteignez une taille critique, c'est tous les leviers où on a besoin de trafic pour qu'il se passe quelque chose, soit des leviers qui ont besoin que vous prépariez quelque chose en amont. Je pense à l'emailing notamment, qui va forcément vous nécessiter quelque chose en amont. Vous n'allez pas shooter un mail juste à vos 4 amis qui sont sympathisants et qui probablement achèteront la première fois, mais pas celle d'après. Du coup, on a ces 4 axes-là qui vont nous permettre maintenant pour la suite de cataloguer nos leviers. Avant de les cataloguer, je veux juste partager avec vous cette répartition. Encore une fois, ce n'est pas une vérité universelle, mais c'est une vérité qu'on constate pas mal au quotidien et qu'on s'est amusé à vérifier versus les chiffres qui sont donnés par les gros sites e-commerce américains. Ça tombe à peu près juste. Vous voyez ici donc la répartition du CA d'un site que je considère mûr, c'est-à-dire qu'elle a les moyens d'investir dans tous les leviers, en fonction du levier qui est mobilisé. Vous voyez qu'on a un trio de tête qui représente 80% du chiffre d'affaires, qui sans trop de surprise est représenté par SEO, et je parle de SEO au sens large, je parle pas juste de référencement Google, je parle aussi de stratégie de partenariat et de sites référents, le SEA et l'emailing. Ensuite, vous avez des leviers qui sont un peu moins importants,
et j'ai envie de dire qu'il faut du coup peut-être adresser un peu après les autres, avec l'affiliation, qui peut représenter un bon 10% dans votre CA, l'emailing one-to-one, que je vous définirai tout à l'heure, le retargeting, qui fait beaucoup parler de lui, le social media, etc. Vous allez voir qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas sur mon camembert, parce que pour le coup, ils ne sont pas responsables directement d'une conversion, mais plutôt ils aident la conversion des petits copains à côté. Du coup, j'ai divisé les leviers qui sont ici en 4 catégories, en fonction des axes que j'ai donnés tout à l'heure. Et on va donc commencer par les leviers de recrutement court terme. Les leviers de recrutement court terme, c'est peut-être ceux qu'on connaît le mieux, parce que c'est des leviers faciles à appréhender, faciles à mesurer, faciles à activer, etc. Le premier, il n'y a pas de secret, c'est le SEA. Le SEA qui est un levier qui ne coûte pas très cher, puisque finalement il n'y a pas de frais d'entrée. Enfin, je veux dire, vous pouvez acheter 1 euro de mots-clés demain si vous voulez acheter 1 euro de mots-clés, comme vous pouvez acheter 1500 euros de mots-clés. Il n'y a aucun prérequis non plus. C'est-à-dire que vous avez juste besoin d'un site, vous avez juste besoin d'un endroit où faire atterrir le client. Néanmoins, c'est pas un détail, ça c'est important. Faites pas du SEA si vous ne savez pas où le faire atterrir, parce que sinon ça ne va pas marcher. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez activer dès le début de votre vie, qui très probablement risque de vous rapporter de l'argent dès le début de votre vie. Je vous ai mis des coûts indicatifs sur la droite, ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, nous, on a des campagnes qui marchent, qui dépensent 10 euros par jour, comme on a des campagnes qui marchent, qui dépensent plus de 1000 euros par jour. C'est pas si sensible que ça au montant que vous mettez dedans. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de levier, de capacité d'investissement à partir de laquelle vous pouvez aller là. Ensuite, il faut compter de la gestion si vous le faites gérer par quelqu'un, mais pareil. C'est pas du délire en montant. Ensuite, après le SEA, comme levier de recrutement court terme, et je parle de recrutement là parce que c'est une principale fonction, c'est pas la seule, il y a le retargeting. Le retargeting, c'est un peu le même type de modèle économique, même si technologiquement c'est extrêmement différent. Et du coup, le coût d'entrée, là aussi, est relativement faible. Ça veut dire que, théoriquement, vous pourriez aussi l'activer demain si vous aviez envie. Vous avez probablement été tenté aujourd'hui, puisque j'ai vu que beaucoup de monde en parlait. Maintenant, pour le retargeting, il y a quand même un prérequis qui en fera un canal digne d'intérêt, c'est d'avoir du trafic à retargeter. Et pas seulement du trafic qui vient sur votre homepage, de préférence du trafic engagé, donc du trafic qui a montré un intérêt produit, du trafic qui a été assez loin dans le processus d'achat, etc. Ce qui veut quand même dire que vous ne pouvez pas, enfin en tout cas je ne vous conseille pas d'activer ce canal dès le début, puisque vous allez retargeter des cacahuètes. Et pour retargeter des cacahuètes, vous allez ouvrir un nouveau canal, fournir des éléments de bannière, enfin voilà, dépenser encore une fois de l'énergie qui pourrait être mieux dépensée ailleurs. Et enfin, le troisième levier de recrutement court terme, c'est l'affiliation. Il y a un parti pris sur ma slide, hein, vous le noterez. L'affiliation, ça coûte super cher. Et si j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est parce que tout le monde dit que l'affiliation, ça coûte pas cher, ça coûte juste la commission qu'on va donner à la performance. C'est pas vrai. L'affiliation, c'est un défi énorme. Parce que l'affiliation, vous avez deux personnes à convaincre. Vous avez le client final, que vous devez convaincre d'acheter, donc vous devez avoir les bons produits, les bonnes offres, etc. Et puis vous avez la personne qui va diffuser votre annonce à convaincre aussi. À convaincre que le client final va acheter. Donc c'est énormément de travail, puisque comme lui il va être rémunéré là-dessus, il a quand même intérêt à ce que le client final achète. Du coup, ça veut dire qu'en termes de gestion et d'animation au quotidien, c'est quelque chose qui va vous coûter soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de temps. Parce que si vous n'animez pas votre campagne d'affiliation toutes les semaines, il y a des gens qui vont vous passer devant. Et s'il y a des gens qui vous passent devant, vous n'allez pas afficher beaucoup et vous n'allez pas transformer beaucoup. Donc l'affiliation, pour moi, c'est probablement un des leviers qu'on a à disposition qui est le plus cher pour faire du sens. Donc ça, c'est pour nos leviers de recrutement court terme. Vous allez voir, les leviers de recrutement long terme, ça va être vachement plus facile, hein, puisque un vrai levier de recrutement long terme, il n'y en a qu'un seul. C'est le SEO. Il ne faut pas le délaisser, le pauvre. Le SEO, j'ai pas voulu dire que c'était pas cher, parce que pareil, je vais me battre contre le mythe que le SEO, c'est juste écrire comme on aurait écrit sur un leaflet ou un truc comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez faire du vrai SEO, d'abord il y a un tout petit peu de travail technique, aussi c'est plutôt en amont, et ensuite il y a quand même pas mal de travail de contenu et de réactivité sur le travail de contenu à avoir. C'est-à-dire que si vous voulez faire du bon SEO, il ne faut pas en faire une fois et puis laisser tourner le truc, la courbe ne va pas faire ce que j'ai mis tout à l'heure sur ma slide. Il faut étudier le comportement de vos internautes, étudier le comportement de recherche des internautes qui potentiellement peut changer en fonction du moment où vous regardez, et créer le contenu, créer la landing page, créer les tunnels d'achat en accord avec ça.
Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un levier si cher que ça. Maintenant, c'est un levier sur lequel on n'a pas le choix, c'est le seul levier long terme, et si on n'investit pas dessus, le jour où on enlève la perf de levier court terme, c'est fini, on peut rentrer chez soi et on n'a plus aucun frais fixe qui est court. Maintenant qu'on a vu le recrutement, il y a les leviers de fidélisation, et on va commencer avec les leviers de fidélisation court terme, comme tout à l'heure. Le premier, le principal levier de fidélisation court terme, je veux dire, c'est l'emailing. L'emailing, ça a un avantage énorme. L'emailing, ça a l'avantage énorme que, franchement, en running, ça coûte pas cher. Si vous avez une équipe, ou si vous avez la capacité de le faire un emailing qui se tient à peu près, c'est pas très compliqué. Router un emailing avec une plateforme correcte, c'est pas très cher. Aujourd'hui, tout le monde se tire la bourre, donc c'est assez facile. Pareil, on serait tenté de mettre toute la sauce qu'on peut en emailing dès le début, et quand on voit le nombre de mails qu'on a dans notre boîte, on est vraiment tenté de le faire. Sauf qu'il y a un détail, c'est qu'il y a un prérequis de taille justement sur l'emailing, c'est qu'il faut avoir une base conséquente. Je ne suis pas en train de vous dire là qu'avant d'avoir une base de 15 000 personnes ou 100 000 personnes, il ne faut pas shooter d'email. Je vous dis là qu'il ne faut pas en faire un canal dont on attend beaucoup et dans lequel on met beaucoup d'énergie ou beaucoup d'argent. Donc si vous avez une base qui est petite, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 000, 3 000 c'est vraiment pas beaucoup. Multiplié par 10, on va dire que j'ai oublié un 0. Si vous avez une base qui est petite, entretenez-la juste. Accueillez les gens sur votre programme, écrivez-leur une fois de temps en temps pour pas qu'ils s'endorment, mais c'est tout. Le jour où vous aurez une base conséquente, là ça vaudra le coup de dépenser de l'énergie à faire des messages, à optimiser ces messages, à faire de la segmentation sur votre base, bref, à faire du vrai emailing. Et du coup, c'est pas un levier qu'on active tout de suite, en tout cas, c'est pas un levier qui fait partie de notre mix gagnant dès le début. Donc c'est important de le savoir. Ensuite, comme autre levier de fidélisation court terme, on a l'emailing one-to-one. Ça, je ne sais pas si ça vous parle, parce qu'il y a beaucoup d'appellations qui circulent. Il y a les campagnes scénarisées, l'email transactionnel, enfin tout ce que vous voulez. En gros, c'est le fait d'envoyer un message personnalisé à une et une seule personne en fonction du comportement qu'elle a eu chez vous. Hein, donc ça, vous le voyez à peu près tous les jours. Au fait, vous étiez là hier, vous avez fait un panier, ce serait quand même sympa de terminer ce que vous avez commencé. Ou un truc dans ce style-là. Encore une fois, ça, si vous le faites un peu, c'est facile. Relancer un abandonniste, c'est facile, c'est prévu sur à peu près toutes les plateformes du monde, et c'est la base. Si vous voulez souhaiter son anniversaire à quelqu'un, c'est aussi relativement facile. Donc ça, c'est un levier qui est activable facilement. Maintenant, si vous voulez vraiment donner toute la puissance que ce levier a au quotidien, il va falloir aller un petit peu plus loin et faire de la vraie scénarisation, c'est-à-dire étudier le comportement de vos consommateurs et faire du retargeting email, si vous voulez l'appeler comme ça, en fonction de ce comportement-là. C'est-à-dire, celui-là, il m'a acheté une voiture il y a 5 ans, il avait choisi le vert, il a dû se rendre compte que c'était salissant, je lui propose aujourd'hui une voiture qui est d'une autre couleur, et je pense qu'il a gagné un peu plus d'argent, donc je lui mets un modèle au-dessus, etc. Etc., etc. Donc ça, c'est un levier qu'on peut activer un peu pour pas cher et qu'on peut ensuite faire grossir au fur et à mesure qu'on connaît notre consommateur, au fur et à mesure qu'on a beaucoup de clients à aussi traiter comme ça. Hein. Pareil, si vous faites un email qui va être envoyé à 2 personnes qui vous ont donné leur date d'anniversaire, vous n'êtes pas rentable. Si vous faites un email le jour où vous en avez 5000, bah, ça devient nettement plus intéressant puisque ça vous a coûté 300 € et qu'au final, ça va vous faire 1, 2, 3, 10 ventes, mais ce sera rentable à partir de ce moment-là puisque ça coûte rien au quotidien, c'est qu'un investissement initial. Voilà pour les leviers de fidélisation court terme, les leviers de fidélisation long terme. Alors là, j'ai mis un levier qui n'en est pas un, qu'est le programme de fidélité. Je ne l'ai pas cité avant parce que ce n'est pas un levier de traction réellement, ça ne va pas vous faire venir des gens chez vous. Maintenant, c'est une fois qu'il est dans votre programme, ça va être un levier de fidélisation majeur. Je vous dis ça parce que très souvent, quand des gens veulent lancer des sites e-commerce, ils ont déjà conçu un programme de fidélité. C'est vrai, c'est intelligent, ça marche bien les programmes de fidélité. On a tous le truc, la Flying Blue, machin, ou la carte du magasin où ils vont nous offrir des assiettes. Ça marche super bien. Sauf que concevoir un programme de fidélité avant de connaître le comportement de son consommateur, c'est probablement une perte de temps aussi. D'abord parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire autre chose. Et ensuite parce que quand on va construire sérieusement son programme de fidélité, on va chercher à faire revenir les gens, mais on va aussi chercher à incentiver un certain type de comportement. On va chercher à les faire consommer les produits qu'on a envie de les faire consommer, on va chercher à les faire acheter à une fréquence que nous on a plutôt décidé, etc., etc. Ce qui veut dire que si vous le mettez en place dès le début, oui, probablement que ça fera une transformation de plus par-ci par-là, parce que le mec se dira c'est sympa, il y a un programme de fidélité, je vais avoir des points. N'empêche que votre truc sera mal conçu et inefficace. Donc c'est pour ça que c'est un levier qui a comme prérequis d'avoir des clients, parce que si vous n'avez pas de clients, vous ne savez pas quoi leur demander. Et finalement, ce n'est pas une bonne idée de l'activer dès le début.
Pareil, j'ai mis un coup, ça va vraiment dépendre de dans quel milieu vous êtes. Il y en a certains pour qui 5%, c'est la totalité de la marge ou plus ici, d'autres pour qui c'est 10% de la marge ou même moins que ça. Donc voilà, c'est à lire en fonction de votre business à vous. Ensuite, comme levier de fidélisation long terme, il y a le social media dont on parle beaucoup aussi et dans lequel en général on se lance à corps perdu dès le début. Je pense qu'on se lance à corps perdu dans le social media dès le début parce que c'est quand même assez agréable pour l'ego parce que très rapidement il y a vos amis qui like et tout ça, on se sent regardé, on a l'impression que les gens savent ce qu'on fait comme boulot. N'empêche que si vous regardez vraiment le moment auquel va venir la transformation quand vous faites du social media, ça va être relativement tard. Donc c'est un levier qui va créer de la notoriété, c'est un levier qui va vous garder à l'esprit des gens, mais qui ne va pas le faire consommer tout de suite. C'est pour ça que je l'ai classé dans les leviers de fidélisation à long terme. Je ne pense pas non plus que ce soit le levier d'acquisition le plus efficace du monde. Et bien sûr, pour que ce soit efficace, il faut une certaine quantité de fans. C'est exactement comme pour l'emailing, je ne vous dis pas de ne pas en faire. Je vous dis juste de ne pas cramer toute votre énergie là-dessus. Moi, je vois des gens qui postent tous les jours sur leur page où il y a 100 fans. Ça ne sert à rien. C'est hyper long, il faut créer du contenu, il faut aller en chercher. Enfin bref, c'est un gouffre de temps pour zéro vente. C'est plusieurs dizaines de milliers de fans qu'il faut avant de générer de vraies commandes quand vous postez un code promo sur votre page fan ou même quand vous postez un jeu concours ou un truc comme ça. Donc voilà, soyez prudents vis-à-vis du social media parce que c'est facile, c'est sexy, on le connaît dans notre vie de tous les jours, mais c'est pas efficace à la première étape de votre vie, c'est probablement efficace à la deuxième. Vous aurez probablement remarqué que du coup là on s'est fait les 4 catégories que j'avais énoncées tout à l'heure avec un certain nombre de leviers qui ne sont pas sortis. Ces leviers, je les ai classifiés dans une catégorie un peu guest star, c'est des leviers d'amplification. Ces leviers d'amplification, c'est des leviers qui ne vont pas driver de la vente tout de suite chez vous, mais qui vont permettre aux autres leviers ou au trafic que vous allez finir par drainer chez vous d'être plus efficaces. Ça aussi, c'est des leviers dont on parle beaucoup et qui sont très sexy, mais qui pour le coup sont assez sévères en termes de prérequis et d'investissement. Le premier, c'est les optimisations on-site. Les optimisations on-site, ça va être toutes les choses que vous pouvez faire pour que les gens transforment plus. Donc il y a plein d'exemples super connus sur l'intitulé du bouton d'ajout au panier de Monoprix ou la couleur du bouton chez Amazon ou des choses comme ça, donc, qui sont en général validées par des tests AB ou des techniques de ce genre-là. Ce qu'il y a de génial avec ces optimisations-là, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Changer la couleur d'un bouton ou changer l'intitulé d'un bouton, ça coûte rien. Même à la rigueur, enlever une étape dans son tunnel d'achat, c'est pas extrêmement compliqué, c'est un coût one time, donc c'est très tentant de le faire. Maintenant, aujourd'hui, si vous regardez les techniques qui vous permettent de valider l'efficacité d'un changement de ce type-là, c'est des techniques qui sont statistiquement extrêmement exigeantes. Pour valider l'intérêt d'un test AB, il vous faut un trafic sur la page qui est concerné, qui est complètement délirant. Et là, je vous ai cité 100 000 VU par mois pour que ce soit intéressant. Mais cette exigence statistique, elle s'applique sur la page que vous allez tester, pas sur votre homepage, parce qu'en général, ce n'est pas votre homepage que vous allez optimiser, c'est votre panier pour mettre un bouton plus gros pour continuer votre commande, un truc comme ça. Regardez les stats de votre panier ce soir. On rame pour avoir des gens qui arrivent jusque-là, donc le jour où vous avez la possibilité de faire des tests de ce type-là et d'en tirer quelque chose, il est loin. Par contre, le jour où vous pouvez le faire, c'est un potentiel délirant. Parce que là, là, on a vu des sites faire plus 10, 20, 30, 40% de taux de transformation avec ces méthodes-là. Maintenant, c'est des sites qui avaient le privilège extrême d'avoir aux endroits qu'ils ont voulu tester un trafic qui était délirant. Ça, c'est un premier levier d'amplification. Le second, c'est les relations presse. Bon, ça, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai pour un business classique. Si vous faites un business classique, les relations presse dès le début, c'est difficile parce que vous n'avez pas des trucs super intéressants à raconter. Et pour que ce soit bien fait, il faut investir un minimum d'argent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui est chez vous 2 jours par semaine et qui va envoyer des communiqués sans trop se poser la question pour que ça marche. Il faut quelqu'un qui vous fasse concevoir une vraie stratégie de relations presse. Donc ça, c'est un levier de notoriété par définition. C'est un levier qui va vous faire connaître et qui va assister les gens le jour où ils auront un choix à faire de consommation, et c'est un levier qui n'a aucun prérequis, qui par contre a un point mort assez haut, donc il faut probablement activer, pas tout de suite lancer. Et enfin, le dernier levier d'amplification, c'est le display. Je tiens à préciser que je parle du display au sens institutionnel du terme, le display qui est utilisé dans le cadre du retargeting et de toutes ces choses-là, bien sûr. Ça, c'est un levier qui est extrêmement cher, c'est un levier qui se transforme peu, s'il n'est pas dans un programme, comme je disais
de retargeting ou quelque chose comme ça. Donc le jour où vous pouvez vous permettre ça, pareil, il est très très loin. Je suis même pas sûr que ce jour-là vous ayez envie d'activer ça. Si vous avez une problématique d'image de marque forte, alors ça fera du sens, mais c'est pas un levier e-commerce à proprement parler, c'est juste un levier d'amplification du produit. Voilà pour nos leviers. Je pense que c'est encore un peu flou dans votre tête parce que les arbitrages qu'on faisait sur chaque slide étaient un peu rapidement faits. Du coup, j'ai fait l'exercice de le replacer sur une timeline. La timeline, je l'ai divisée en 3 étapes qui sont des étapes de votre vie. J'ai hésité à mettre des mois, mais j'avais peur de vexer des gens. J'ai hésité à mettre des seuils de chiffre d'affaires, mais pareil, j'ai eu peur de vexer des gens. Du coup, j'ai mis du qualitatif, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et en y réfléchissant, c'est probablement vexant aussi. C'est pas très grave. Mais du coup, si on regarde les leviers qu'on peut activer à l'enfance, et les leviers que si vous ne les activez pas, c'est que vous ne dites pas que vous faites du e-commerce, ça ne sert à rien. Vous avez 2-3 mecs qui vont se perdre chez vous, mais c'est à peu près tout. C'est le SEO, parce que vous avez besoin de créer de la valeur à long terme et de créer du capital, c'est vraiment du capital que vous créez. Le SEA, parce que lui, il va vous rapporter une perfusion tout de suite. En fonction de vos capacités d'investissement bien sûr, mais il va vous rapporter des commandes directement proportionnelles à ce que vous allez mettre dedans. Le one-to-one, ce qui n'est pas forcément cohérent avec ce que je disais avant. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers steps du one-to-one, c'est vraiment extrêmement facile. Donc là, allez-y, cramez l'énergie, vous avez l'autorisation, faites un anniversaire à un abandonniste, ça vous fera quelques commandes à droite à gauche et ce sera toujours ça de fait pour plus tard. Et enfin, l'emailing moins. L'emailing moins, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est juste le minimum de l'emailing pour que la base que vous êtes en train de recruter, parce que ça, il faut le commencer dès le début, se désintéresse pas totalement de votre programme et se désengage pas totalement de la marque. Donc ça ne fait pas grand-chose en fait quand on y réfléchit. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez avoir de l'énergie pour le faire correctement. Vous allez avoir de l'énergie pour faire du contenu qui va vous permettre de bien remonter dans les résultats de recherche, pour faire de la landing page, pour faire des achats de mots-clés qui sont pertinents, pour arbitrer sur ces achats de mots-clés, parce que pareil, c'est pas une science exacte. Vous faites de la longue traîne, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Vous faites de la marque, parfois ça marche pas. Donc il faut quand même y passer du temps pour que ça marche, ce programme-là, c'est pas automatique. Et enfin, donc là, le one-to-one et l'emailing, là, qui vous demande une attention un petit peu plus ponctuelle, donc c'est quand même jouable. Donc ce que je recommande ici, c'est d'avoir quand même un focus assez resserré au début. Quand vous passez à l'adolescence, et quand vous passez à l'adolescence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez déjà un flux d'affaires raisonnable, un trafic raisonnable, quelques dizaines de milliers de VU par mois, etc. Là, vous pouvez passer au levier supérieur. Et ces leviers supérieurs, c'est d'abord l'emailing plus, donc ça c'est l'emailing en rythme de croisière. Je ne peux pas vous dire quel est le rythme de croisière pour votre business, parce que ça dépend vraiment de ce que vous faites, mais voilà, ça peut être 1 par semaine, 2 par semaine, ça peut être tous les trimestres en fonction de votre population. N'empêche que ce sera votre vrai programme, et dans ce programme, vous allez tester les contenus, vous allez faire de la segmentation sur votre base, bref, vous allez faire du vrai emailing, et à ce moment-là seulement vous pouvez le faire. Je suis pas sûr que tout le monde partage mon avis d'ailleurs. Du retargeting, parce que vous aurez du trafic à retargeter et que ça viendra s'ajouter de manière assez efficace aux campagnes de SEA que vous avez. Des relations presse, parce que vous aurez quand même un certain nombre de choses à dire et un peu d'argent à investir là-dedans. N'oubliez pas que ça nécessite du temps. Le one-to-one scénarisé. J'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure du one-to-one scénarisé. Le one-to-one scénarisé, c'est quand même un levier qui est un tout petit peu plus cher parce que vous allez avoir besoin d'une plateforme technologique pour le faire. C'est-à-dire toutes les plateformes e-commerce ne vous permettent pas de faire du vrai one-to-one scénarisé. Et d'ailleurs, en général, le one-to-one scénarisé, il s'appuie sur les données de vos ventes à vous, mais il s'appuie aussi sur des données extérieures, donc les données de vos programmes marketing, etc. Donc ça peut être intéressant là d'investir dans une plateforme et de vous mettre à faire ça en concevant des messages propres à votre business. Ah, vous vendez, je sais pas, vous vendez des chaussettes, vous savez que ça s'use en 3 mois, en 6 mois ou en 1 an, vous relancez à ce moment-là, etc., etc. Et enfin, du social media. Pareil, je ne suis pas sûr que tout le monde partage mon avis parce que j'ai jamais constaté quelqu'un qui commençait le social media tard, mais j'y crois vraiment. Ça ne vous empêche pas d'avoir une page et d'avoir vos amis qui like. Hein. Je vous dis juste, c'est n'animez pas tous les jours, ça ne sert vraiment à rien, vous perdez votre temps. De toute façon, personne ne vous voit parce que vous avez tellement peu de fans que les gens vous met en bas dans la timeline de tout le monde. Et enfin, quand vous atteignez l'âge adulte, là ça commence à être assez sympa, si vous commencez à être un peu moins stressé sur votre budget. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le regarder, mais vous avez la possibilité de faire des trucs un peu plus sexy. Vous pouvez ajouter l'affiliation, vous pouvez ajouter des optimisations on-site, parce que si vous créez du trafic avec tous les leviers qu'on a vus avant, ça commence à valoir le coup de faire sortir le maximum de taux de transformation de ces leviers-là. Et vous pouvez faire du display si vous voulez
supporter une campagne, un lancement ou quelque chose dans ce style. Je ne veux pas torpiller le display, hein, c'est pas le but, mais c'est vrai que c'est pas le premier levier qu'on va aller voir si on veut faire de la vente. Donc voilà un petit peu comment se résume l'analyse des leviers que j'ai faite là-bas. Simplement, avant de vous laisser avec ça et de vous demander de l'oublier, je vais vous donner quand même 2-3 petits conseils que vous avez probablement perçus dans l'atelier. Le premier, c'est faites des choix. Je vous en prie, faites des choix. Arrêtez de tout faire, on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire et tout n'est pas pertinent. Donc si vous devez retenir un seul truc de ce qu'on s'est dit ce soir, c'est faites des choix. Regardez tous vos leviers et choisissez les bons. Ensuite, évaluez les leviers pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire condamnez pas un levier de long terme parce que vous regardez son ROI à court terme. D'ailleurs, il ne faut pas regarder son ROI. Regardez pas un levier de fidélisation comme un levier de recrutement en disant mais j'ai aucun nouveau client, c'est complètement nul. Ça paraît bête, hein, mais comme en général on essaie de se faire un tableau avec tous les leviers, en général on regarde le même chiffre pour tous. C'est probablement une énorme erreur, donc faites attention à ça. Ensuite, pensez par vous-même, et ça c'est ce que je disais, et oubliez ce que je viens de dire. Refaites l'exercice pour vous, pluguez vos marges à vous, pluguez là où sont vos clients, et c'est ce que je dis juste après, pensez à vos clients. Les leviers c'est super sympa, mais si vous avez des clients extrêmement spécifiques qui n'ouvrent pas leurs emails, et ça existe, ou des gens qui ne vont pas sur les médias sociaux, vous embêtez pas avec ça. C'est bête, hein, pareil, mais il faut y penser quand même. Et enfin, faites des choix. Continuez à faire des choix et refaites vos choix tous les jours. C'est pas parce que vous les avez faits ce soir en sortant ou que vous les avez faits demain qui sont justes et qui sont justes pour la vie. Donc tous les 3 mois, regardez vos leviers et refaites des choix et n'ayez pas peur de conclure que vous êtes trop. Voilà.